Avant de reprendre le voyage dans les centres de la région, je sens le besoin d'aller au bord de la mer, à la rencontre de la capitale du sud de la France, Marseille, une ville que j'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle deux villes italiennes, Gênes et Naples. Et avant tout, je suis curieux de découvrir sa vie juive. Pour cette raison, après avoir admiré la ville du haut, je me dirige tout de suite à la grande synagogue, où il m'attend mon ami Claude. Alors, ciao Claude. Ciao. Enchanté. Bonjour. Très heureux. Merci de nous avoir accueillis ici à Marseille. C'est normal. Et on commence par la synagogue déjà, la grande synagogue de Marseille. Vous êtes ici dans le plus grand monument et le plus vieux monument existant actuellement dans la ville de Marseille, lié au judaïsme. Cette synagogue a été construite en 1864 dans la foulée des autres synagogues françaises sous Napoléon III, en particulier les grandes synagogues de Paris que vous connaissez. Ouais. Et ce qui a inspiré l'architecte de cette synagogue, c'est la synagogue de Notre-Dame de Nazareth. Revenons au début. Au début, les synagogues marseillaises se trouvaient perchées dans différents quartiers de la ville. Il y avait un ghetto ici? Il n'y avait pas de ghetto, il n'y a jamais eu de ghetto fermé, jamais. Il y a eu des quartiers juifs avec toutes sortes d'activités très spécifiques aux juifs et qui étaient des activités qui étaient en général liées au port. D'ailleurs, l'implantation des 2-3 synagogues, 2 assurément, on a la trace, la troisième, elle est supposée, mais on commence à en avoir des traces. Les 3 synagogues se trouvaient sur une des rives du Vieux-Port. Ces synagogues-là remontent au Xe siècle, XIe siècle. Ah, pas mal. Voilà, sachant que la première communauté qui est arrivée ici est arrivée de Clermont-Ferrand, quand l'archevêque de Clermont-Ferrand a chassé ces juifs au 5-6e siècle. Chose curieuse, le pape Grégoire le Grand, au 7e siècle, il a téléphoné, il a appelé, il a envoyé une missive à l'évêque Théodore de Marseille et à l'évêque d'Arles en leur interdisant d'embêter les Juifs, parce qu'ils avaient commencé à vouloir les convertir, etc. etc. Les Juifs ont, pendant tout le 11e, 12e, 13e et 14e siècle, on va aller jusqu'en 1501, étaient protégés ici parce qu'on était dans la provincia des provincia. Je ne sais pas comment on dit en italien. Oui, la provincia de la provincia. C'était la Provence. Ah ouais. C'est pas un hasard. Les Romains ont appelé la Provence la Provence. C'est pas un hasard. C'est-à-dire que même pour les Romains, quand ils sont venus, c'est eux qui ont donné le nom de la Provence. Petit à petit, on se rapproche de la Révolution française. La légende française, centraliste parisienne, veut que c'est à partir de la Révolution que les Juifs ont été rendus libres, etc., etc. Or, à Marseille, c'est en 1793 qu'un ensemble d'Espagnols, d'Italiens, de gens de Grèce, d'îles grecques, etc., sont venus à Marseille et ont unilatéralement constitué une communauté comme ça, sans rien dire. Or, c'était sous Louis XVI. On leur disait rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont signé des actes, acheté un cimetière, créé une synagogue. À partir de l'évacuation de la synagogue de la rue Grignan, les Juifs sont disséminés dans la ville, dans d'autres petites synagogues intimes ou dans des domiciles, etc. Et la ville demande à ce qu'il y ait un concours qui soit lancé. Et 2 architectes se présentent au concours. Un architecte marseillais très connu qui s'appelle Corso, qui a fait des monuments haussmanniens ici, et un autre architecte qui a été recommandé par le consistoire central, ou je ne sais pas l'origine exacte, mais vraisemblablement ça venait d'en haut, qui s'appelait Salomon Nathan. Les inspecteurs des édifices diocésains, parce que tout ça dépendait encore, il n'y avait pas de séparation de l'Église et de l'État, tout ça dépendait encore des édifices diocésains. On n'était pas encore dans la séparation. Ces inspecteurs ont demandé à voir les plans, ils ont critiqué les plans des 2, ils ont repoussé le plan de Corso. Et le plan de l'architecte, Nathan, a été retenu
avec cette architecture romano-byzantine. C'est celle où vous êtes présente. Quel travail! Dans le passé, il y avait un goût particulier dans chaque métier. Les personnes étaient capables de mettre en valeur la beauté, même dans les lieux de culte. Je ne bougerai plus d'ici, mais notre ami m'attend. Ciao, Emmanuel. Ciao. C'est sympa d'être ici à Marseille. Et tu es un expert de la vie juive de Marseille, de l'histoire, etc. Donc, qu'est-ce que tu peux me raconter? Moi, je veux toujours des histoires un peu spéciales, particulières, pour rentrer dans la vie et du passé, du quotidien. Mais qu'est-ce que tu penses que c'est intéressant de donner comme information? En fait, elle est surtout singulière par sa grande diversité de communautés qui la forment. Alors, je ne parle pas tant du fait qu'il y a une soixantaine de synagogues, de nombreux mikvaot, donc de bains rituels, de très nombreux restaurants, il y a des boulangeries, donc on a tout ce qu'il faut pour vivre de manière cachère, mais surtout par la diversité des origines. En fait, on a des juifs qui, de très longue date, se sont installés dans cette ville, qui connaît une existence quasi ininterrompue de judaïsme depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne, puisqu'on parle déjà des Juifs à l'époque romaine installés à Marseille. Ensuite, Benjamin de Tudel parle également des Juifs au XIIe siècle, puisqu'il est vers 1165 dans la région. Donc ce rabbin explorateur navarrais qui traverse toute la Provence et qui ensuite va jusqu'en Orient, il parle de ces communautés qu'il croise, et notamment à Marseille. Il nous dit qu'il y avait 2 communautés, des synagogues, des grands maîtres. On a par exemple un des Thibonides qui s'était installé à Marseille, qui est même mort, Samuel Ibn Thibon. La centralisation des communautés juives dans la ville n'est plus la même aujourd'hui par rapport à il y a un siècle. Okay. En fait, le quartier vraiment où se trouvaient les Juifs avant la Shoah était principalement autour du Vieux-Port. Et c'est pour ça qu'on a parlé des rafles du Vieux-Port et de l'Opéra en janvier 1943, où plus d'1 millier de Juifs ont pu être saisis un jour de Shabbat, parce qu'ils étaient tous rassemblés sur un périmètre particulièrement resserré. Et au niveau aussi des yeshivot, il y a des yeshivot ici à Marseille, vraiment que... Oui, alors c'est principalement dans un quartier qui est assez orthodoxe, avec des grands maîtres qui ont été connus à une période, comme le Rav Cohn. On a aussi des kolélim, donc pour des gens qui sont mariés, mais qui continuent d'être avrechim, c'est-à-dire d'étudier à côté de leur métier. Grand rabbin Sitruk, qui ensuite, ultérieurement, est devenu grand rabbin de France, était grand rabbin de Marseille, et bien il s'est rendu compte qu'effectivement les gens étaient déjudaïsés, et c'est lui qui a relancé, de ce que j'en ai entendu, puisque moi je ne suis qu'un Marseillais d'adoption, mais qui vraisemblablement a relancé et l'étude, et la cacheroute, et l'ouverture de synagogues, et de kolélim et autres. Donc ce rabbin a fait un travail quand même nécessaire et d'exception, parce que il est parti de pas grand-chose face à l'assimilation. Donc, les séfarades ont eu et ont toujours un rôle très important dans la communauté de Marseille. Entre 1960 et 1970, toutes les communautés d'Afrique du Nord ont été rapatriées vers la France. Donc, et toutes passent bien sûr par Marseille. Et nous sommes arrêtés à Marseille. Et donc, depuis 1962, aussi bien toute la famille et tous ceux qui sont là pratiquement sont des anciens de Marseille. Bon. Mais il y a des communautés qui sont venues du Maroc, de la Tunisie et d'Algérie. Nous avons dû constituer grosso modo sur Marseille une communauté actuellement de 80 000 âmes. Et nous sommes la 3e communauté d'Europe. Après Paris et Londres. Dès que la communauté d'Ephraïm a été constituée, nous avons aussi créé le Talmud Torah. C'est très important parce que c'est le fait de transmettre. C'était quelque chose qui était voulu par toute la communauté, se transmettre aux jeunes qui étaient derrière. Donc tout de suite, le Talmud Torah a été créé. La transmission est nécessaire et on peut la faire à travers l'étude et la mémoire. C'est pour ça que je reviens à mon intérêt à faire connaître les cimetières. Et les cimetières de France me touchent pour 2 raisons. Les tombes anciennes, qui nous donnent une idée du nombre de Juifs qui vivaient dans chaque ville de France. Et surtout, les murs des noms, les noms des Juifs qui sont morts dans les camps de concentration. Il ne faut pas oublier.
Daniel Darman, bonjour et merci. Bonjour monsieur. Et moi, dans chaque ville, j'adore aller dans les cimetières parce que les cimetières sont la mémoire. Effectivement. Et donc, on commence par contre par un monument De la déportation. de la déportation. Ok. Ce monument a été construit après, bien sûr, la déportation. Dans ce cimetière, il y a aussi des grands rabbins. Il y a des grands rabbins, notamment il y a ce Jonas Weiss, que nous voyons la tombe derrière moi. Ce fut le 3e grand rabbin du consistoire israélite de Ouais. Marseille et le 2e grand rabbin de la synagogue Breteuil. C'était un grand monsieur. Le jour de ses obsèques, les commerçants de la ville ont fermé boutique. Ah. À son passage, ils ont fermé pour l'honorer. Honorer une personne par ses actions, sans regarder son appartenance religieuse, ça me rappelle aux justes parmi les nations, qui ont aidé les Juifs dans des moments atroces de la vie. Le respect de l'autre, même à travers les différences, c'est le premier pas pour la cohabitation et la paix. Combien de Juifs pendant des siècles ont dû quitter leur pays natal, laisser tout, recommencer une nouvelle vie. Comme dans toutes les villes balnéaires, Marseille accueille beaucoup d'immigrés. Et je vais trouver un ami marseillais, mais d'origine grecque. Alors, ciao Alain, je dis à l'italienne. Shalom, Shalom, shalom. Baruch haba. Ah, toda raba. Je suis content vraiment d'être ici à Marseille, mais surtout chez toi. Tu nous as accueillis chez toi et donc tu m'as fait découvrir, m'as fait rencontrer des personnes incroyables ici à Marseille, mais ça m'intéresse ta vie. C'est gentil, merci beaucoup. T'es Marseillais, mais en vérité non. C'est-à-dire, t'es Marseillais. Moi je suis Marseillais. je suis Oui, né à mais la Marseille. famille, Non. les origines. Ma famille est de Salonique et mes parents, mon papa, ma maman, ont immigré à Marseille dans les années 29. Ma maman peut-être un tout petit peu après mon papa. Il y a une histoire assez extraordinaire pour tous les gens qui sont des gens des Balkans. En Turquie, à l'époque, que ce soit Salonique qui était turc, Ouais. que ce soit Istanbul, à Smyrne, tous les garçons portaient des fez, Oui, des des chapeaux fez, bien sûr. traditionnels. Ouais. Et lorsqu'ils arrivaient à Marseille, eh ben, du bateau, lorsqu'ils voyaient donc l'arrivée à Marseille, Ouais. ils prenaient le fez, ils le jetaient à la mer. Ah. Et quand ils le jetaient à la mer, ça voulait dire que c'était fini, le passé était le passé. Ce qu'ils avaient vécu dans les Balkans, ils Ouais. ne le vivraient plus parce qu'il y avait de l'antisémitisme Ouais. et de la pauvreté. Bien Et, sûr. et c'était une nouvelle vie qui s'offrait à eux, ici, à Marseille. Je pense qu'une chose importante est aussi que toi, tu t'es engagé beaucoup dans la communauté et aussi à travers, aujourd'hui on a Internet, c'est le réseau le plus important pour faire connaître, pour la mémoire. Et donc, tu as fait quelque chose pour ça. Alors oui, nous avons avec un ami, Hervé Lamias, que tu rencontres Ouais. bientôt, mis en place un site internet qui permet d'archiver tous les souvenirs de tous les Juifs qui ont été à Marseille depuis l'Antiquité jusqu'à 1967. Et ce site s'appelle Massalia Memory Cloud. Et voilà, encore une fois transmettre, chacun à sa manière. Avant de quitter la ville, j'ai besoin de voir encore une fois le port, la mer, d'où sont arrivés les bateaux chargés des Juifs d'Europe et d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, des Juifs français qui continuent à vivre dans leur tradition. Ciao Marseille. Vai, aprite, vai, vai. Andiamo? Sì, andate dentro E on va all'interno. ed entrate. Tu peux... Adesso E on dici, fa- aspetta, adesso dici. Oui, dis-moi qu'est-ce que tu dis, comme ça je Je veux dire, Faut que je monte un peu. quand même. Le général de Gaulle. Ouais. Pose des questions Oui. Non, je commence et tu me suis. Alors, ciao Claude, Ciao. enchanté.